Bienvenue à toutes et à tous au Pub Socratique et à ceux qui nous écoutent par podcast. Nous sommes au bar Ninkasi Simple Malte à Montréal sur la rue Saint-Hubert. Alors, bienvenue au Pub Socratique. Alors, quelle est notre mission au Pub Socratique ce soir? On veut favoriser un dialogue à la fois riche sur le plan intellectuel et relationnel. Alors, c'est dans notre mission. On cherche à cultiver un esprit critique, une écoute attentive et la prise de parole réfléchie. On donne à chaque pub l'occasion d'interagir avec un enjeu religieux, social, culturel et politique ce soir, dans le but de faire grandir une réflexion chrétienne approfondie et une réflexion aussi intellectuelle approfondie. Alors, nos pubs sont soutenus par trois partenaires. Mouvement Jeunesse, Multi-C et P2C. Ce sont eux qui vont pouvoir aux ressources pour pouvoir organiser ces belles soirées-là. Alors, on a parlé de laïcité en septembre. En novembre, on va parler du stress. En décembre, on va parler de la photo humanisante. Mais ce soir, on parle politique. Alors, sans plus tarder, un petit commentaire. On a invité ce soir les libéraux et les conservateurs. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne les a pas écartés du débat, mais on n'a pas reçu de réponse à l'appel. Alors, on est désolé pour eux. Bon, des partis pris dans la salle. C'est normal. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Alexandre Boulris du NPD, Jamil Azaoui du Parti vert, Simon Marchand du Bloc, Sabin Lévesque du PPC et notre animateur, Claude André. Oh, je m'excuse, une petite correction. Et notre animateur, Jean-Christophe Jasmin. Alors, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. On a, comme d'habitude, on va avoir deux parties à cette soirée. La première partie, un format un peu plus débat, mais on m'a assuré que ça serait très convivial, civil, poli, avec des petites pointes quand même. Donc, sur les trois, on a identifié trois grandes questions par rapport à la campagne électorale en ce moment. L'environnement, l'immigration, puis la laïcité, puis la liberté religieuse. Vers 9h moins quart, on va avoir l'entracte. En deuxième partie, on va commencer avec une question un peu plus conversationnelle sur la vocation politique aujourd'hui en 2019. Et on prendra des questions du public. Comme à l'habitude, le micro est à ma droite, juste ici. Donc, si vous avez des questions, quand on va revenir de l'entracte, simplement vous mettez en file, puis vous pouvez adresser une question à un candidat. On demande des questions et non pas des affirmations ou des attaques, des choses comme ça. Donc, comment qu'on va fonctionner par rapport à l'échange? Donc, on a établi un ordre d'intervention qui fait que chaque candidat va avoir pu se répondre, soit en premier, en dernier. En tout cas, on a essayé de mettre ça équitable. Chaque candidat va avoir 2 minutes pour répondre à la question. Après 15 secondes, je vais donner un petit coup sur ma bouteille. Et après 2 minutes, ça va être 3 petits coups. Comme ça, on veut s'assurer que chacun ait un temps de parole équitable. Et une fois que chaque candidat va avoir répondu à la question, chaque candidat aura 1 minute ensuite, dans le même ordre, pour poser une question ou répondre, ou on ne veut pas dire attaquer, mais pointer peut-être une incohérence d'un collègue, quoi que ce soit. Et encore une fois, ce sera les mêmes règles de clignage pour s'assurer du maintien du temps. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Environnement. Ah non, en fait, excusez-moi. On vous avait dit que vous auriez chacun 2 minutes pour vous présenter avant qu'on commence l'échange, le débat. Donc, peut-être en commençant par M. Claude André, puis dans le même ordre, si vous pouvez. Votre minuteur, oui. Je vais m'en occuper de tenir le... Je vais vous faire un petit clin d'œil après. Non, ça, c'est moi qui... Ouais. Parfait. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Claude André, et oui, André, c'est mon patronyme, donc mon nom de famille. Je suis le candidat du Bloc québécois pour la 2e fois en 2019. Pour me situer, j'ai longtemps été journaliste culturel, pendant à peu près 20-25 ans. J'ai d'ailleurs interviewé le monsieur qui est à ma gauche à une certaine époque.
comme journaliste culturel pour des journaux underground, pour la presse. J'avais commencé à la presse au Journal de Montréal Campus à l'UQAM, où j'avais fait mes études en sciences politiques. Et en parallèle, pour moi, il y avait toujours les deux qui étaient très liés. Donc, l'engagement politique et la défense et le rayonnement de notre culture francophone sous le ciel d'Amérique. Donc, je me suis employé à faire ça. Et pour moi, ça a toujours été accompagné. Je n'ai pas, évidemment, la prétention de me prendre pour André Malraux, mais c'est un peu l'idée de juxtaposer engagement politique et engagement culturel qui, pour moi, font un sens. Donc, j'ai été journaliste pendant toutes ces années-là. Chroniqueur, télé, vous m'aviez peut-être vu à Ici et là, à Vox, avec Nelly notamment. Ensuite de ça, il y a eu le Journal Métro. Toujours la même chose, donc défendre l'expression francophone, etc. J'ai écrit 3 livres, 2 essais, 2 livres culturels, un avec Laurent Jalbert, un autre avec Paul Darèche, et le 3e qui est un essai politique qui analyse le printemps, le cas de figure du printemps québécois, où je parle de marketing politique et de déploiement de ce qu'on appelle des wedges politiques, des stratégies de division. Et ça c'est... maintenant, je suis au Bloc parce que tout ça vient un peu cristalliser tout l'engagement intérieur dont je viens de vous faire part. Et pour moi, le Bloc, donc, c'est des engagements forts et porteurs en matière, évidemment, de laïcité, d'environnement, de vivre ensemble, évidemment, de retour de la fierté nationale, etc., etc. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Jamil Azaoui, je suis le candidat du Parti vert du Canada dans Laurier-Sainte-Marie en ce qui me concerne. Pour le situer, le Parti vert du Canada existe depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, le Parti vert du Canada, c'est le porte-parole des scientifiques, des chercheurs, des écologistes. Depuis ces chercheurs, scientifiques et écologistes qui, depuis des décennies, se sont frappés à des murs d'indifférence. Le Parti vert du Canada, comme les partis verts à travers le monde, ont été cette petite flamme qui leur ont permis de garder l'espoir pendant ces décennies qu'un jour ils seraient entendus. Et on pense, et il est clair, à voir les programmes des partis politiques aujourd'hui, qu'ils ont été entendus. Personnellement, mon parcours est assez particulier. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans au Québec alors que j'y suis né. Je l'ai quitté à l'âge de 3 semaines pour me retrouver en Égypte, à l'âge de 5 ans à Paris, à l'âge de 18 ans à Casablanca. Et tel le saumon qui remonte la rivière pour frayer, je suis remonté jusqu'à Montréal et j'ai frayé, c'était effrayant. Et je suis grand-père depuis 9 semaines. Donc si on... Merci. Si on peut parler... J'ai que 2 minutes, n'applaudissez pas s'il vous plaît. Si on me demande mes priorités c'est ma fille, ma petite fille, c'est bien évident, et c'est pour ça que, entre autres, que je suis au Parti vert. J'ai eu plusieurs vies, j'ai commencé à m'occuper d'artistes très connus, que j'ai fait connaître, des gens comme Richard Desjardins, Dan Bigra, Luce Dufault, c'est des gens de gauche, mais je m'occupais de gens de droite pour ça. Comme les Francis Cabrel, les Julie Masse et j'en passe. J'ai ensuite une autre vie, j'ai ouvert des salles de spectacle, le grand medley au centre-ville, le petit medley ici même, je suis le fondateur en 2000, et nous avions ici 35 employés, donc nous payons, et 70 avec le Gainsbar, dont on paye les études universitaires, donc la philanthropie fait partie de ma vie. Ici même, sur cette scène, j'ai commencé à chanter. Claude André m'a critiqué de la bonne façon, d'ailleurs. Merci, je te remercie. Tu peux pas dire que je suis mauvais maintenant. Et puis, finalement, pour me retrouver comme je sors de ma dernière job, directeur des communications du réseau des banques alimentaires du Québec, encore en philanthropie, c'est tout. Merci. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui, parfait. J'espère, je suis convaincu en fait qu'on va passer une belle soirée ensemble. Je m'appelle Alexandre Boulris, je suis candidat pour le NPD ici dans la circonscription que j'ai eu le plaisir et l'honneur de représenter au cours des 8 dernières années. Je suis à la recherche de mon 3e mandat, mais c'est ma 4e élection comme candidat néo-démocrate. Moi, je suis, au départ, je suis quelqu'un qui a étudié en sociologie, ensuite de ça en sciences politiques. Et par la suite, j'ai travaillé aussi un peu en journalisme à LCN et puis ensuite de ça à TVA. J'ai été brièvement dans le milieu communautaire également, une association qui vient en aide, qui vient toujours en aide à des gens qui ont eu des accidents de travail pour les aider à monter leur dossier puis défendre leurs droits devant la CSST qui s'appelle maintenant la SNEST, je pense, chose comme ça.
Par la suite, j'ai été embauché par le syndicat canadien de la fonction publique pour faire leur communication. J'ai travaillé là 9 ans pour représenter des syndiqués du secteur public, des services publics en général. Donc, j'ai vraiment cette sensibilité-là du bien commun, du vivre ensemble, de faire respecter les droits, d'améliorer les conditions de travail puis les conditions de vie. Et ensuite de ça, j'ai fait le saut en politique. Et puis, j'ai fini par être élu député néo-démocrate. J'ai eu plusieurs chapeaux, plusieurs portefeuilles dans les dernières années, plusieurs dossiers que j'ai portés. Et le dernier, depuis les 2 dernières années, depuis que Jack Meat est devenu chef, il a demandé aux députés du caucus qu'est-ce que vous voulez avoir comme dossier, avoir comme enjeu. Et j'avais demandé à Jack Meat d'avoir l'environnement. Et il m'a donné le portefeuille d'environnement. Alors, on partage quelque chose là-dessus. J'ai travaillé très fort sur notre plateforme sur l'environnement. On va avoir l'occasion d'y revenir aussi. Et ça me tient très, très à cœur. C'est pour ça que moi, et je pense beaucoup de mes collègues, on a marché avec 1 demi-million de personnes dans les rues de Montréal. Mes enfants ont également marché aussi, mais pas vraiment avec nous, parce que quand on est adolescent, c'est pas cool de marcher avec papa puis maman. Fait qu'ils ont marché avec leurs amis, mais on était tous là. C'est ça qui était important. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Merci au Pop Socratique pour l'organisation de l'événement. Merci aux autres candidats de partager ce moment-là avec moi. Je m'appelle Sabin Lévesque. Je suis candidat du Parti populaire du Canada dans Outremont. Et puis moi, mon expérience de vie est assez simple. Je suis étudiant à l'Université de Montréal. Je complète actuellement une maîtrise en philosophie. Mais auparavant, en fait, j'ai fait un baccalauréat en mathématiques physiques. Donc vraiment un changement de domaine pour moi. J'ai jamais été quelqu'un de très politisé ou très politique. De nature, j'ai vécu un changement de paradigme dans ma conception de la politique. Il y a quelques années, j'ai eu une transition, qu'on va dire, un peu une forme de conservatisme. Je dis tout le temps de père en fils. C'est pas des questions que j'avais trop réfléchi. Vers une forme de libéralisme vraiment classique, où ce que j'ai découvert les notions de liberté. Et puis pour moi, quand Maxime Bernier est parti du Parti populaire l'année passée, j'ai regardé la plateforme me convenait, puis aussi le franc-parler, la façon que Maxime Bernier essaie de faire de la politique, vraiment franche, de ne pas jouer au jeu, de satisfaire des groupes d'intérêt particuliers, mais essayer de vraiment mettre en place des politiques qui sont ensemble. C'est comme je disais le temps, qui sont bons pour l'ensemble de tout le monde, mais pour personne en particulier. Je pense que c'est très difficile au niveau politique de mettre ça en place, mais au final, je pense que c'est ça que je veux, c'est ça que je voudrais qu'il soit mis de l'avant. Et puis, je veux pousser dans ce même sens-là. On va voir où l'aventure politique va m'amener. Évidemment, c'est la première fois que je me présente en politique en 2019. J'avais dirigé la campagne du Parti populaire l'hiver passé pendant l'élection partielle. Merci. Donc, maintenant que le micro ne fonctionne pas, je parle plus fort. Donc, pour la question de l'environnement, on va aller dans l'ordre suivant. Donc, M. Boulris, M. Azaoui, M. André, puis M. Lévesque. Donc, le 27 septembre dernier, près de 500 000 personnes se sont jointes à la Marche mondiale pour le climat, le plus grand rassemblement de l'histoire de la ville de Montréal. Si ce sujet a pu rassembler autant de gens, c'est qu'il apparaît de plus en plus comme la question, non seulement de cette campagne électorale, mais du siècle. Comment votre parti interprète-t-il la question de la crise climatique et quelles solutions propose-t-il, M. Boulris? Merci beaucoup. En 2 minutes, hein? OK. C'est quand même assez ambitieux. Évidemment, nous, au NPD, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être capable d'écouter la science, d'écouter les scientifiques et de faire face avec lucidité et réalisme aux défis qui nous attendent. J'étais à la COP24 en Pologne au mois de décembre dernier, ce grand rassemblement des Nations unies pour être capable de voir comment on peut mettre en œuvre l'accord de Paris ainsi que les objectifs de l'accord de Paris, tout en sachant que les objectifs de l'accord de Paris sont insuffisants pour faire face à la menace et qu'on doit faire beaucoup plus que ça pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, au NPD, on a un programme qui est très ambitieux, très cohérent et très exhaustif en ce qui concerne la lutte au dérèglement climatique, à l'urgence climatique qui nous attend. On a à peu près une décennie pour agir. Après ça, il risque d'être trop tard.
On a déjà des impacts avec des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves sur nos environnements, sur nos lieux de travail, sur là où on vit, avec des incendies dans l'Ouest, avec des inondations au Québec, etc. Et tout ça ne va que s'empirer si on continue d'aller dans la même direction. Malheureusement, et là je m'adresse à des gens qui ne sont pas ici ce soir, c'est comme deux capitaines du Titanic différents. Un Titanic conservateur puis un Titanic libéral. Le Titanic conservateur, le capitaine, il dit « il n'y a pas d'iceberg ». Le capitaine libéral, sur son Titanic, il dit « il y a un iceberg, mais on continue d'aller tout droit quand même ». Bon, il a reconnu qu'il y avait un iceberg, mais au final, le résultat va être le même, puis on sait c'est quoi. Donc, il faut faire un virage important. Nous, on veut mettre fin aux subventions aux compagnies pétrolières et gazières, réinvestir cet argent-là dans les énergies renouvelables, assurer l'électrification des transports privés et collectifs, avoir des rénovations éco-énergétiques, également miser sur le transport en commun puis les transports actifs. En tout cas, il y a 22 pages de ça, là, c'est vraiment super intéressant. Vous irez voir ça, ça s'appelle « Le courage d'agir ». Merci. La plateforme du Parti vert est en 41 points, donc c'est très difficile de faire le tour en 2 minutes. C'est une plateforme dont un point qui s'appelle Mission Possible, qui lui est en 20 points. Alors je vais essayer d'en citer quelques-uns. Ce que je veux quand même dire, c'est que CBC et Nevius, qui est une firme de sondage, ils ont fait une modélisation de notre plan, et de tous les partis, le seul plan qui réussit à dépasser les attentes, c'est le nôtre, les autres coulent. En fait, l'idée, c'est de passer de 716 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre à 511 mégatonnes. Et non, on tombe aux alentours de 450 mégatonnes, les autres sont au-dessus de ça. Parmi les mesures qu'on veut prendre, je passe très rapidement, puisque je n'ai que 2 minutes, c'est déclarer un état d'urgence politique climatique. Ça fait 4 ans que Elisabeth May demande à tous les partis de s'asseoir et de créer un cabinet d'urgence non partisan. 4 ans, et personne ne veut s'asseoir. Et c'est une des raisons pour laquelle Pierre Nantel a quitté le NPD, c'est parce qu'il a jugé l'urgence climatique assez importante. Il a jugé cette élection comme étant un référendum pour ou contre l'urgence climatique, et il est passé chez les Verts pour cette raison-là. On veut définir des cibles plus exigeantes. Effectivement, l'accord de Paris, ce n'est pas assez. Le seul parti qui propose 60% de réduction, c'est le Parti vert du Canada. Les autres partis, au mieux, ont des objectifs de 35% de réduction des gaz à effet de serre, 2 fois moins que nous, et nous atteignons quand même nos objectifs, tout en protégeant l'économie. Depuis les années 70, on nous demande de travailler à la décroissance, et nous le faisons de manière assez forte. On a aussi le respect des données scientifiques. Nous sommes les représentants des scientifiques, et c'est les scientifiques du GIEC qui demandent les réductions qu'on essaye d'appliquer. Et ça, c'est pas pour régler le problème, ça c'est pour réussir à contrôler le problème. Autre chose, de bien sûr interdire la fracturation telle qu'elle soit. C'est le Parti vert le premier qui s'est élevé contre le pipeline de GNL. Les autres partis ne se sont pas élevés comme ça. On parle de gaz qui proviendront de la fracturation. Là, j'entends 2 coups. J'ai fait ce que j'ai pu. Le Canada est une pétromonarchie, au même titre que l'Arabie Saoudite, que le Venezuela, le Canada, que la Russie. Le Canada est une pétromonarchie, et qui dirige le Canada? C'est une oligarchie, une clique, une oligarchie néolibérale, qui donne qui indique au gouvernement, à l'État, quelle décision il doit prendre. On le voit par exemple avec le gouvernement Trudeau. On a nationalisé un pipeline pour le prix de 4,5 milliards de dollars. On a nationalisé un pipeline, Trans Mountain. On a donné des subventions en 2018 de l'ordre de 19 milliards. Donc, et on nous dit, d'un autre côté, on veut réduire notre dépendance au pétrole, on veut réduire. Mais pourquoi vous pensez qu'on a donné cet argent-là? Pourquoi on a investi là-dedans? C'est parce que il y a une intention, c'est l'exportation. D'ailleurs, le Canada a été construit là-dessus. Il a été construit sur le Stanley Ryerson. C'est un grand intellectuel dont le nom est celui de l'Université de Toronto, a écrit Le capitalisme et la confédération. Donc, c'est basé là-dessus. Et c'est sûr que ça va continuer dans ce sens-là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment au Bloc, c'est vraiment parce que la politique, c'est un rapport de force. On est au club socratique, on va en parler. Donc, c'est un rapport de force. S'il n'y a pas d'incitatif, on peut faire des incantations magiques, mais s'il n'y a pas un rapport de force, les choses ne vont pas changer. C'est pourquoi nous, on propose une péréquation verte.
Grosso modo, c'est quoi une péréquation verte? C'est, au lieu de donner, comme c'est le cas actuellement, là, selon les revenus des citoyens des provinces, bon, l'idée, c'est de, si tu es un gros émetteur de GES, tu payes. Si tu es un bon joueur, tu reçois. Puis on prend la moyenne pour fixer le tout. Il y a d'autres mesures qui viendront plus tard. Bon, c'est sûr que c'est mon rôle de un peu jeter le pavé dans la mare. Ici, c'est sûr que moi, je représente le Parti populaire. Au Parti populaire, on est le parti qui vraiment rejette l'alarmisme climatique, l'urgence climatique, le discours de peur qu'on peut sentir par rapport à ces enjeux-là. C'est sûr que si vous êtes ici ce soir puis vraiment vous adhérez à ce discours-là, je ne penserais pas vous rejoindre, évidemment. Ce que je peux faire, par contre, c'est un peu ouvrir la conversation parce que je ne veux pas être trop dans un mode confrontationnel par rapport à ces enjeux-là, mais ouvrir la discussion sur, pour moi, l'avenir du mouvement environnemental va devoir passer par être capable de rallier une personne de droite comme moi, parce que moi, je ne suis pas un climato-sceptique. Des fois, je dis que j'étais un peu climato-tanné, mais je le dis à la blague. Là. Mais je ne suis pas climato-sceptique. Je crois au réchauffement climatique. Je crois qu'ils sont causés par l'homme. Je crois à l'augmentation du CO2 qu'on a observée depuis l'ère industrielle. Mais pourquoi la solution qui m'est proposée, c'est tout le temps un peu un gros gouvernement qui va taxer puis qui va réguler nos vies? Pourquoi c'est la seule forme de solution qui est proposée? Vous savez, les gens de droite, puis une des valeurs du Parti populaire, c'est la responsabilité individuelle pour une personne qui a un profil de personnalité de droite, qu'une personne prenne sur soi, puis même dans sa propre vie individuelle, la responsabilité des défis qui sont devant nous, c'est l'étape première et nécessaire pour après ça aller vers son prochain puis essayer de le convaincre de changer ses comportements, de changer son mode de vie. Je pense qu'il y a des bonnes approches par rapport au changement climatique. Je pense que le pacte de Dominique Champagne va dans ce sens-là, de dire on va demander aux gens de se responsabiliser d'abord dans leur propre vie. Puis après ça, on va voir ce qu'on va pouvoir construire ensemble. J'apprécierais un discours politique qui ouvre à des politiques publiques avec les gens. Quelqu'un de droite comme moi va être à l'aise. Je ne le vois pas en ce moment. Et puis j'aimerais ça aussi un discours qui met les changements climatiques en relation avec tous les autres défis auxquels on fait face l'humanité. Les changements climatiques, des fois, je sens qu'ils enlèvent l'oxygène de toute la pièce par rapport à plein d'autres enjeux auxquels on devrait s'attarder. Merci. Donc maintenant, dans le même ordre, mais pour peu de minutes, donc chaque candidat peut répondre ou rajouter dans le même ordre. M. Boulris. Merci beaucoup. Une minute. Jamil, je pense que ton chiffre de 511 mégatonnes, je ferai une vérification avec le GIEC parce que selon moi, je pense que pour le Canada, la cible pour respecter le GIEC est plutôt de 385 mégatonnes. Mais juste une petite question ici là, que j'ai parce que c'est pas le chiffre que nous on avait comme conclusion. Greenpeace parle de 385. Et puis, Sabin, je comprends ton choix, puis merci d'être ici pour défendre tes idées. Mais pourquoi on veut des lois, pourquoi on veut des règlements, pourquoi on veut des investissements publics? Parce que c'est la seule affaire qui marche. Et parce qu'il n'y a pas de capitalisme vert. La volonté d'avoir un profit à court terme est telle qu'on l'a vu dans les dernières années, si on laisse les entreprises faire ce qu'ils vont faire, c'est polluer, sacrer leur camp, puis nous laisser avec les pots cassés par la suite. Si on n'a pas des initiatives puis une orientation claire qui est donnée à la société, ça ne fonctionnera pas. On est en bas du 511, mais c'est ce que j'ai comme graphique de l'île de CBC, c'est ce que j'ai retenu. Peut-être c'est ma mémoire qui fait défaut, Alexandre. J'allais dire quelque chose d'intelligent il y a 2 secondes, mais en répondant à ça... Ah oui, il y a une chose que peu de gens savent, c'est la manière de vérifier les émissions de pollution des usines au Canada. Ce sont les usines qui nous fournissent leurs propres rapports. C'est les usines elles-mêmes, les pollueurs eux-mêmes qui font leur propre rapport de pollution. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter à ça, jeune homme? Pour abonder dans le sens d'André, effectivement, nous sommes une colonie à la base, le Canada. Donc, il n'y a rien qui a changé pour ça. On exporte nos richesses vers l'extérieur. On a toujours continué à le faire pendant des siècles. Il faudrait que ça arrête maintenant. Bon, Jamil. Peut-être les scientifiques. Hubert Reeve a dit, en 2015, que la plateforme la plus environnementaliste, c'était laquelle?
C'était celle du Bloc. Hubert Hill, quand même. C'était en quelle année? En 2015. En 2015. Alors, en 2015. En 2019, hein. En 2015, moi, j'étais candidat pour le Bloc et je luttais farouchement contre un projet qu'on semble ressortir des cartons et qui s'appelle Énergie Est. Vous vous rappelez de ça? À cette époque, le NPD avait un autre chef qui s'appelait Thomas Mulcair. Thomas Mulcair disait que c'est un projet... D'ailleurs, tantôt, j'ai parlé du néolibéralisme. Je rappelle que Thomas Mulcair, qui était le chef du NPD, a applaudi Margaret Thatcher quand il était député libéral au Québec. Donc, Mulcair disait quoi? Il disait que c'est un projet win-win. Pourquoi? Parce que, c'est un calcul. Dans l'Ouest, ils ont besoin de votes. Donc, il fallait qu'ils conservent les votes dans l'Ouest. Donc, il fallait ménager la chèvre et le chou. C'est ça la contradiction du système fédéral. C'est un autre exemple. Merci. Ouais, je vais prendre une minute rapidement. J'apprécie le commentaire vraiment, mais c'est sûr que j'ai toujours de la misère à comprendre pourquoi les personnes de gauche vont tout le temps être capables de soulever très rapidement les enjeux systémiques avec le capitalisme, mais incapables de reconnaître les enjeux systémiques avec le gouvernement. Je pense qu'il y a des problèmes d'incitatifs, il y a de la capture réglementaire, il y a toutes sortes de considérations qu'il faut être réaliste par rapport au gouvernement dans sa capacité à tout faire les bonnes choses qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point aussi, c'est j'aimerais savoir, c'est où la place du nucléaire dans vos plateformes? Parce qu'on dit qu'on est la voix des scientifiques. Je parle, M. Jamil, encore une fois, on est la voix des scientifiques. Il y a un gros consensus scientifique par rapport aux physiciens et aux ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'énergie, que le nucléaire devrait avoir une première place dans toute forme de transition énergétique, puis je le vois aucunement adressé par aucun parti qui pense que les changements climatiques sont si importants. On n'a pas les mêmes lectures. Je peux répondre? Tout simplement. Là, on commence. Regardez. Ce que je proposerais, par contre, pour la prochaine série, c'est qu'au lieu de donner 1 minute à chacun, si je vous donnais 5 minutes ouvertes, est-ce que vous seriez à l'aise et responsable avec ça ou vous préférez qu'on garde le temps? 5 minutes pour les 4. Oh, ouais, ensemble, c'est ça. C'est peut-être au public de retenir leurs questions pour la fin. Il va y avoir des questions en deuxième pour partie. le nucléaire, à la fin, il va y avoir une période de questions. Moi, j'aurais peut-être une proposition. On devrait, pendant la période d'échange, juste avoir le droit à poser directement une question à l'autre, avoir 5 secondes juste pour poser une question, puis la personne va avoir 1 minute pour répondre à la question. Si vous êtes à l'aise avec ces changements-là. Moi, je demande le vote de la salle. Est-ce que la salle est à l'aise avec ça? On fait un référendum. C'est bon, on va essayer ça. On va rester au même ordre avec la prochaine question, donc les 2 minutes chacun. Et après ça, on va essayer donc un temps ouvert de 5 minutes. On verra comment ça va. Puis sinon, on verra peut-être une autre alternative. Ouais, je suis désolé, c'est pas si fort comme ça. Bon. Immigration et crise des réfugiés. Maintenant, pour l'ordre, ça va être l'ordre contraire. En fait, M. Lévesque, M. André, M. Azaoui, suivi de M. Boulris. Le Canada est depuis toujours un pays d'immigrants. Des premiers colons aux réfugiés irlandais de la Grande Famine à la crise des réfugiés syriens. Plusieurs d'entre nous sont immigrants ou enfants d'immigrants. Nos églises en particulier ont accueilli nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Malgré certaines voix qui demandent une réduction du niveau d'immigration, la tendance semble indiquer que le Canada demeurera au 21e siècle une terre d'accueil. Toutefois, notre pays est aussi reconnu pour avoir un filet social à la fois généreux et coûteux. Comment votre parti propose-t-il de traiter de ces questions d'une manière à la fois humaine et durable? Donc, M. Lévesque, pour commencer. C'est sûr qu'au Parti populaire, encore une fois, là, on jette un peu le pavé dans la mort sur cet enjeu-là. L'immigration, pour moi, c'est la grande question qui fait face à l'Occident en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut par rapport à l'immigration? Qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir plus d'immigration ou moins d'immigration? Encore une fois, je suis un peu étonné quand j'entends des argumentaires de la part de la gauche moderne, mais qui sont parfaitement à l'inverse de la gauche des années 80, de sortir des arguments néolibéraux économiques, que l'immigration, c'est bon pour l'économie, et donc, pour fournir aux jobs, puis au manque de jobs, la pénurie de main-d'œuvre, on ouvre les vannes. Je pense que les êtres humains, on est plus que des homo economicus. Je pense qu'on est ancré dans des traditions, dans des valeurs, dans des mœurs, dans un tissu social qui est composé de toutes sortes de choses qu'on partage en commun. Puis si on considère ça, bien à ce moment-là, la question à se poser, c'est par rapport à l'immigration, c'est quoi le taux qu'on fait entrer? C'est quoi notre capacité à intégrer ces immigrants-là pour qu'ils viennent faire partie
de la société canadienne. Je pense, puis d'ailleurs, c'était mon expérience sur le terrain, nos idées par rapport à l'immigration sont le mieux reçues par les communautés immigrantes. Puis une raison pour moi qui est assez simple par rapport à ça, c'est qu'eux comprennent très bien ce que ça veut dire avoir une identité nationale. Et ils comprennent très bien, pour eux, c'est noir sur blanc. Puis quand ils arrivent ici, puis ils ont choisi le Canada, puis ils arrivent au Canada, puis ils entendent quelqu'un comme Justin Trudeau déclarer en début de mandat, le Canada est un pays post-national sans identité propre, ça ne compute pas dans leur cerveau. Pour eux, ils veulent devenir Canadiens, puis on leur envoie comme message d'être Canadien, c'est rien, ça fait référence à rien en particulier. Justement, on est juste des personnes, des tribus qui vivent les unes à côté des autres. Évidemment, bon, j'ai ma perspective aussi québécoise, qui est une critique du multiculturalisme à l'anglaise par rapport à ces questions-là. Mais pour moi, c'est important qu'on soit assez des adultes pour avoir cette conversation-là sans se traiter de racisme les uns les autres par rapport à ces enjeux. Merci beaucoup. Maintenant, M. André. Les chiffres, ça serait long on va rester dans la philosophie. Évidemment, nous, au Bloc, on est contre le multiculturalisme canadien. Ce n'est pas parce que, il faut faire attention, quand on parle de multiculturalisme, c'est pas qu'on est contre la diversité, loin de là. Loin de là. Nous sommes en faveur de l'interculturalisme. Donc, ce sont deux paradigmes complètement différents. Il y en a un qui est anglo-saxon, qui est inspiré donc de l'héritage britannique, qui est celui du Canada anglais. Et c'est celui dont mon collègue de l'extrême gauche, de moi, dont parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a affaire à une espèce de mosaïque. C'est beau, une mosaïque. C'est une courte pointe où les communautés sont comme ça, mais ça ne te touche pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est l'interculturalisme. L'interculturalisme, c'est un socle où les gens, à travers un socle commun qui est la langue française, qui est la laïcité, qui est les valeurs de respect, d'égalité homme-femme, à partir de ces valeurs-là, que tout le monde danse ensemble au lieu de danser dos à dos. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est un métissage. Donc, c'est non pas une juxtaposition de communautés isolées les unes les autres. On a déposé un projet de loi pour que le Québec soit exclu du multiculturalisme de la charte qui a été sanctionnée en 88, la sanction royale, et les autres partis ont voté contre, sauf 3 dissidents, et je les salue, du NPD. Malheureusement, il n'y en a pas un ici ce soir, mais ils ont voté donc contre la ligne de parti et en accord avec ce projet de loi qui nous retirerait de la loi sur le multiculturalisme canadien, qui ne reconnaît pas que nous sommes une nation, qui ne reconnaît pas que nous ayons une histoire différente, une culture différente, une façon d'aménager le vivre ensemble différente. Monsieur Azaoui. On peut-tu parler d'amour? La source de tout conflit, c'est l'incompréhension. On m'a dit ça à l'âge de 17 ans, dans une abbaye en France. C'était le très révérend père supérieur Montserrat. Il faut savoir que mon père est musulman, ma mère est catholique et mon ex-femme mormon. Okay? Alors si on parle de mixité, je pense pouvoir en parler un petit peu. Okay? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises. Ne serait-ce que il y a beaucoup de bonnes intentions. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises intentions. En tout cas, je ne les vois pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Et il y a des exemples d'intégration qui sont magnifiques. Il faut y travailler, il faut se concentrer là-dessus. Je change de sujet, mais je pense que c'est plus important que je prêche par l'exemple. La ville de Vaudreuil ont, en 3 ans, accueilli 70 000 Pakistanais. C'était la panique au conseil municipal, on peut-tu se le dire? Qu'est-ce qu'ils mangent, eux autres? Tu sais, les races, eux autres, là, qui sont arrivés, là, leur nourriture, ça sent pas pareil comme nous autres. Là, alors, et ils ont fait appel à tout simplement un directeur des loisirs. Et ce directeur s'appelle Michel Léveillé, si ma mémoire est bonne. Ils ont gagné des prix internationaux, on en a entendu parler nulle part. Il a créé à travers les arts et la culture, il a travaillé des occasions de rencontres, il les a multipliées par dizaines et ça coûtait pas très très cher. C'est $500. Appel à projet, $500 à droite, $500 à gauche, cours de cuisine, ceci, cela. Et puis de temps en temps, une petite parade auquel on a invité les gens.
Et je vais prendre plus de temps là-dessus, si tu le permets, parce que je trouve ça important. Et ça a créé des... Je suis pour la désobéissance civile. La désobéissance, j'arrive aussi. Enfin bref, et ça a créé des occasions de rencontres extraordinaires, et aujourd'hui, l'intégration de ces gens-là est magnifique. Il y a le choc culturel de l'émigré, il faut jamais l'oublier, ça. Il y a le choc culturel du Québécois qui s'en va au Maroc et qui trouve ça beau, mais c'est choquant quand même. Le choc culturel de l'émigré. Vous êtes étrange. Vous avez des choses bizarres. Vous achetez votre eau chez le dépanneur. C'est assez bizarre, ça. Vous gardez vos vieux dans des maisons avec des fleurs et des rideaux. Et c'est même pas un mariage. Et des fleurs en plastique en plus. T'sais. Non, il y a des choses qui peuvent choquer les migrés. Il faut travailler à ça, il faut travailler à des projets, à des programmes. Il faut du cœur. Merci. Oui, rapidement, je vais aborder un point quand même qui est important, parce que c'est soulevé, puis là, j'ai l'occasion de le dire. Au NPD, on est capable d'avoir des discussions entre deux nations, entre des gens des immigrants récents ou plus anciens, avec des gens des Premières Nations. On est très fiers d'ailleurs, parce que là, on n'en a pas parlé des Premières Nations, mais c'est quand même important quand on parle d'identité et d'immigration, d'être le parti avec le plus de candidats et candidates qui viennent des Premières Nations et des Autochtones, mais aussi le parti qui a le plus grand pourcentage de femmes qui sont candidates et le plus grand pourcentage de personnes racisées également. Et ça, c'est parce qu'on veut refléter la diversité du Québec et du Canada moderne. On a des discussions au NPD parce que le multiculturalisme fait partie de notre programme politique, mais je vais te surprendre peut-être, Claude, l'interculturalisme est aussi dans le programme. On a les deux notions qui sont là parce qu'on est capable d'avoir cette discussion-là. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec toi sur l'interculturalisme, mais j'ai aussi plusieurs collègues de travail qui ont une vision plutôt anglo-saxonne de multiculturalisme, et on peut avoir cette discussion-là et trouver des terrains d'entente. Moi, ce qui m'énerve dans le débat sur l'immigration, c'est pas les chiffres. Parce que les chiffres, c'est pas très important. C'est quand il y a des partis de droite ou d'extrême droite qui cassent du sucre puis qui font de la petite politique sur le dos des immigrants, des immigrantes, sur le dos des réfugiés également, comme quand on dit, les partis conservateurs, qu'il y a des gens qui rentrent de manière illégale au Québec, au Canada. C'est pas vrai. Personne n'est illégal. Il y a des entrées irrégulières. C'est pas une question de légalité. Et moi, je pense qu'on doit faire un effort, on doit faire très attention à ces dérives-là qui visent à diviser les gens selon leur apparence ou selon d'où ils viennent dans le monde. Et on doit travailler sur un vivre ensemble et un bien commun. On est capable d'avoir des dialogues interculturels, savoir qui on est, mais également avoir une approche positive envers l'autre. Sur la question des réfugiés, si on ne fait pas attention, et là, c'est quelque chose qui revient à l'environnement, c'est pas juste des réfugiés politiques ou des réfugiés économiques qu'on va avoir demain, c'est des réfugiés climatiques. Et ça pourrait être des dizaines de millions de dollars. Alors, de dizaines de millions de personnes. Alors, et ça va coûter des dizaines de millions de dollars. Merci. Quel lapsus. L'intention était là. Ça arrive des lapsus. Donc, on va essayer ça, un 5 minutes d'échange ouvert sur la question de l'immigration. Vous avez beaucoup parlé de la question de l'accueil, de l'intégration. Maintenant, la deuxième dimension de la question, peut-être commencer là-dessus, sur la durabilité vis-à-vis de nos programmes sociaux et l'immigration. C'est-à-dire comme les coûts sociaux liés à l'immigration, puis comment est-ce qu'on peut être à la fois accueillant puis généreux. Bon, mais vu que je parlais de dollars il n'y a pas longtemps, je vais continuer là-dessus. Nous, au NPD, on a une approche où, oui, on est très, très fiers de nos programmes sociaux qui, oui, sont généreux, ils doivent être améliorés. Je pense que l'assurance maladie doit être bonifiée. Je pense que l'assurance médicaments doit être publique et universelle. Mais on a aussi une notion qui vise à lutter contre les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les moyens de nos ambitions. Et ces moyens-là, ils se trouvent dans la poche de super millionnaires et de super riches qui ne payent pas leur part, qui ne payent pas leurs impôts et leurs taxes ici, qui vont mettre leur argent dans les paradis fiscaux. Et je pense que si on est capable d'aller chercher cet argent-là, si on est, comme nous au NPD, on est le seul parti qui dit on doit taxer les super riches qui ont des fortunes de plus de 20 millions de dollars. Ça, c'est 5,6 milliards de dollars qu'on va aller chercher chaque année en leur imposant seulement une taxe de 1%. Avec cet argent-là, on est capable d'avoir encore une meilleure filet social puis des meilleurs programmes sociaux. Il faut juste aller chercher l'argent là où elle est. Je vais rejoindre Alexandre là-dessus. L'argent, il est là. Et il y a d'autres endroits où
peut aller le chercher. Juste à l'OTAN nous demande de dépenser 70 milliards en achat de navires de guerre. 70 milliards de dollars. Moi, j'entends ça, j'ai l'impression qu'on veut équiper la marine suisse. Je dis, pourquoi la Suisse aurait une marine? Il y a c'est 36 milliards de dollars que ça coûte en termes de santé pour les maladies cardio-pulmonaires. Ça, c'est le neveu du Barry Reeves qui a sorti ce chiffre-là dernièrement. À arrêter de rendre les gens malades, peut-être qu'on avait plus d'argent. Parmi les programmes, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais les programmes effectifs pour accueillir nos gens et qui soient productifs et qui coûtent moins cher et qui contribuent à notre société, il y a la mise à niveau des diplômes. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais l'équivalent d'une 3e année de cégep, à peu près, à l'âge de 18 ans, et je venais de l'école royale militaire de Sorel. Ça, c'est une école, c'est un des plus hauts niveaux de France. Aucune prétention là-dessus, je me suis fait virer au bout de 6 mois, tu sais. Mais j'étais quand même dans un des plus hauts niveaux de France, que le Shah d'Iran a fait, que Chirac a fait, c'est des grandes écoles, et ici, on m'a demandé de recommencer en secondaire 1. Ici même, au Petit Medley, le monsieur qui a fait le ménage pendant 12 ans était ingénieur en génie civil albanais. 12 ans à 12,50 de l'heure. Alors il va falloir peut-être être responsable lorsqu'on reçoit les gens. Ils ont peur de nous. Un émigré, il ne faut pas oublier qu'un émigré peut avoir peur et peut paniquer, autant que nous avons peur de lui. C'est comme un chien et un chat qui se reniflent pour essayer de voir s'ils vont être capables de s'accommoder. C'est exactement ce que c'est. Donc il faut prendre le temps, il faut tendre la main. Ben, déjà, dans la prémisse de la question, il y avait quels sont les coûts sociaux, vous avez dit. Donc, il faudrait peut-être arrêter de voir aussi l'immigration comme un coût social. Mais c'est peut-être une richesse sociale aussi. Problème, on a déposé un projet de loi, Mario Beaulieu, pour ne pas le nommer, a déposé un projet de loi qui voulait faire en sorte que il y a une connaissance minimale du français pour obtenir la citoyenneté au Québec. L'idée derrière ça, c'est une idée d'intégration. C'est sûr qu'à première vue, ça peut sembler, là, c'est par la démagogie, ça peut sembler dire, on divise, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est que, le but, c'est quoi? C'est de faire de l'intégration. Sur les 200 000 emplois disponibles au Canada, la moitié sont au Québec. Or, si tu veux aller travailler, te trouver une job, et tu parles juste anglais, parce que le message qu'on envoie, quand tu immigres au Canada, c'est qu'il y a 2 langues officielles, mais il y en a une qui n'est pas importante. Puis si tu parles anglais, ben tu vas pouvoir te démerder. Donc c'est évident que si tu es un immigrant, tu vas prendre la langue de la majorité du plus fort. Donc, avec cette loi qui permettrait de faire venir des immigrants qui parlent le français, et des incitatifs sur le plan fiscal qui permettraient l'immigration en région, ça contribuerait à cet interculturalisme-là, et en plus, ils auraient des jobs, au lieu d'être comme ça, à attendre leur tour ou à faire des jobs, comme tu disais tantôt, j'ai rien contre les laveurs de plancher, c'est noble, mais on peut aspirer à plus éventuellement dans la vie. Et il y a un autre dossier qui n'est pas dans le programme, mais que je pense personnellement, c'est le corporatisme professionnel. C'est ça, quand tu parles de la non-reconnaissance, c'est un espèce de corporatisme professionnel qui font qu'il y a des petites cliques d'ingénieurs, de ci, de ça, parce qu'ils veulent garder leur privilège, puis garder ça hermétique, qui empêche la reconnaissance des diplômes. Sur l'enjeu de la reconnaissance des diplômes, c'est sûr que moi, je vais être d'accord avec vous. Je suis pour un plus de liberté, l'accès aux professions. Je pense que c'est super important. Je pense que c'est définir quelque chose sur lequel il peut y avoir un accord. Gauche-droite. Pour les immigrants, je pense que ça fait partie. Tu veux que les gens viennent ici et soient productifs. Puis s'ils ont des aptitudes, des qualités qui ne sont pas reconnues, ben, c'est une perte pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais j'aurais peut-être une question pour vous, M. Boulris, directement. Est-ce que pour vous, il y aurait un chiffre par rapport à l'immigration qui serait trop gros? Est-ce qu'à un moment donné, il arrivera un point où les arguments de tissu social, les arguments d'intégration, rythme d'intégration, viendraient qu'à prendre le poids? Je pense que... Merci pour la question. Je peux y répondre? Je pense que oui, à un moment donné, c'est sûr que les capacités d'intégration de toute société, que ce soit au niveau de la culture, de la langue, des symboles, mais également des programmes sociaux, a une limite. Michel Rocard, en France, s'était fait critiquer beaucoup à un moment donné pour dire « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». C'était pas un propos froid ou déshumanisant, c'était une réalité et je pense qu'il faut en être conscient. Moi, par contre, avec les taux qu'on a aujourd'hui, on est assez à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut monter
monter un peu, descendre un peu, on va avoir cette discussion-là, évidemment, en sachant que le Québec a déjà le contrôle de la moitié. Tous les immigrants économiques qui viennent au Québec sont choisis par Québec. Et la question de ça, c'est les réfugiés, la réunification familiale. Nous, on est à NPD, on a dit qu'on était prêt à donner à Québec le contrôle sur la réunification familiale. Sur la question des réfugiés, on a un petit peu de... Il faudrait voir comment que ça se fait parce que c'est quand même le fédéral qui est signataire des conventions internationales sur les droits des réfugiés. Merci. Donc maintenant, on va passer à la question de la laïcité et de la liberté religieuse. Donc dans l'ordre suivant, M. Azaoui, M. Boulris, M. Lévesque et M. André. Donc la question de la liberté et de la religion semble être la plus épineuse de la campagne, divisant le pays sur d'anciennes barrières linguistiques. La plupart des partis semblent ne pas vouloir se mêler à la loi de la laïcité adoptée par le gouvernement québécois en juin dernier, de peur de s'aliéner le vote francophone qui est majoritairement en faveur de cette politique, alors que le Canada anglais s'y oppose généralement. Comment votre parti propose-t-il de protéger la liberté de religion de tous les Canadiens? Okay. Donc, on commence avec M. Azaoui. Poser cette question au fédéral, il faut quand même remettre les choses en place. Ces deux, à la base, c'est des juridictions provinciales. Et si quelqu'un veut s'opposer à ça, il y a des tribunaux, que ce soit un citoyen qui se plaigne ou que ce soit 100 citoyens qui se plaignent, les tribunaux vont se saisir de la question et vont tirer une décision qui normalement devrait être partiale. Ensuite, il se pourrait que les gouvernements fédéraux décident de se prononcer. Ce qu'on a entendu au dernier débat était extrêmement flou. Du côté de chez nous, il y a une chose extraordinaire au Parti vert, c'est le vote non partisan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel de nos candidats ou de nos députés éventuellement peut voter contre la ligne de parti pour une raison simple, c'est que sa première fonction, c'est de représenter ses électeurs. Coûte que coûte, il représente ses électeurs. Dans le cas du Parti vert, Mme May est contre la loi 21. Dans mon cas personnel, je suis contre la loi 21. Je pense qu'elle est mal faite. Elle est, ne serait-ce que le fait d'avoir tenté et des fois c'est juste les noms, d'avoir tenté de faire une charte des valeurs. Est-ce que vous pourriez comprendre qu'une charte des valeurs, ça sous-entend que les valeurs qui sont dedans sont les bonnes et celles qui ne s'y retrouvent pas sont les mauvaises? Déjà, au départ, on aurait peut-être dû appeler ça un contrat social, ce qui est tout à fait normal. Que quand quelqu'un arrive, on lui dit « Regarde, chez nous, ça marche comme ça. Est-ce que tu es d'accord à la base avec ça ?» Là, on vient déjà de changer les choses. C'est les recommandations que je ferai à mes électeurs, c'est de revoir le système. Et on le comprend, la nécessité de ce système-là. On a des problèmes avec ça. Il est clair, mais je ne pense pas que la loi 21 soit la bonne solution. Et il se pourrait très bien qu'on ait tout à fait le contraire dans une vingtaine d'années, qu'on demande à tout le monde en position de pouvoir d'afficher à tout le monde en position de pouvoir d'afficher sa religion pour s'assurer qu'il n'est pas influencé au moment où il interprète la loi et qu'il l'applique. Mais quoi qu'il en soit, je voterai en fonction de ce que mes électeurs demanderont. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est une question qui a pris beaucoup de place pendant la campagne fédérale. Même le chef du Bloc a dit que ça a pris trop de place à un moment donné, la semaine dernière. Nous, évidemment, au NPD, on est en faveur de la laïcité. Et là, vous allez me dire, « Hein? Mais vous êtes contre la loi 21? Comment ça se fait que vous pouvez être en faveur de la laïcité? » Parce qu'il n'y a pas une seule définition de la laïcité. Il y a plusieurs manières de l'exprimer dans une société et toutes les sociétés au monde ont ces discussions, ces débats-là, puis arrivent à des réponses qui sont parfois un peu différentes ou contradictoires. Nous, au NPD, on est convaincus qu'il doit y avoir une absolue neutralité de l'État. Hein? Je suis assez vieux quand même pour avoir été à l'école, puis on avait des cours de catéchèse. Pour ceux qui n'avaient pas de cours de catéchèse de l'Église catholique, ben on allait dans le cours de morale, puis là, on était mal vu par les autres quand on allait à la morale. Mais l'État n'a pas à faire la promotion d'aucune religion. Ce n'est pas son rôle, il doit être neutre. Donc, pour nous, les institutions publiques doivent être neutres. Par contre, les individus qui y travaillent, eux, peuvent avoir des convictions. Ils peuvent avoir des convictions qui leur disent « Moi, je veux afficher ces convictions-là par des signes qui peuvent être apparents. » Mais dans le service public, pour nous, au NPD, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est la compétence.
Mes enfants ont été dans des garderies, des CPE ou des écoles où il y avait des femmes musulmanes qui étaient croyantes puis qui portaient un hijab. Ces femmes-là ont été absolument extraordinaires avec mes enfants, d'une très grande générosité, d'un très grand professionnalisme. Et ça serait une erreur de croire que les enfants peuvent être influencés ou que ces femmes-là sont en train de vendre leur religion ou leur salade parce qu'ils portent un signe religieux. Pas du tout. Et les enfants, pour eux, ça fait juste partie de notre société. Ça fait partie du monde dans lequel ils évoluent et ils ne sont pas troublés par ça, ils ne posent même pas de questions. Alors évidemment, et là, vous me voyez venir, on a un chef qui a un turban sur la tête. Alors évidemment, on va défendre le droit des gens de vivre leur religion et de pouvoir l'exprimer et de pouvoir l'afficher aussi, tout en agissant de manière professionnelle lorsqu'ils sont employés dans une institution publique. Merci beaucoup, M. Boulris. Monsieur Lévesque? Oui. C'est sûr qu'on a tous un peu la même approche. Il y a la position du parti. Pour moi, Maxime Bernier a toujours été clair par rapport à l'enjeu de la laïcité. Le Québec a tout à fait le droit d'avoir passé dans son Assemblée nationale une loi qui tente de gérer le fait religieux sur la place publique à la méthode française et non dans la méthode anglo-saxonne. Je pense qu'il y a une division claire entre le Canada anglais et leur perception de la loi 21 puis notre perception ici au Québec. Ceci étant dit, je suis très intéressé à suivre le développement judiciaire. Si la loi sur la laïcité va être rejetée ou va être jugée en contradiction avec la Charte des droits et libertés canadienne, parce que c'est sûr que moi, je suis ambivalent sur la question. Je n'ai pas ma tête faite nécessairement. Il y a la partie libérale de moi qui valorise énormément les droits et libertés. Mais après ça, il y a la reconnaissance aussi que de toutes sortes de façons, dans des ententes libres entre un individu et un employeur, notre employeur nous demande je travaille en restauration et on demandait aux gens de cacher les tatous. Il y a toutes sortes, dans des associations volontaires, de compromis qui doivent être faits pour travailler dans certains milieux. Je pense pas que François Legault ait été super ambitieux en simplement nommant des personnes en figure d'autorité. Je pense que ce qui bloque beaucoup, c'est au niveau de l'enseignement dans les écoles. J'ai entendu très peu de personnes que ça dérangeait que, par exemple, un juge à la cour ou qu'un policier dans la rue doivent porter un certain uniforme, ne puisse pas porter ses symboles religieux. Je n'ai pas entendu de gens que c'est là que ça bloquait. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'enseignement. C'est sûr que, ma perspective libérale, j'aimerais ça que le Québec libéralise un peu son système d'éducation. C'est mon opinion personnelle. Je pense que plus de liberté de choix pour les parents soulagerait beaucoup des tensions qui ont été soulevées par la loi 21 dans cet enjeu-là. Mais bon, comme je dis, il y a des points pour et des points contre. C'est pour ça que le processus judiciaire dans cette question-là va être super intéressant à suivre pour moi. Merci beaucoup. Monsieur André? Bon, on est au peuple socratique, hein? Okay. Je donne des cours, moi, sur le libéralisme et sur le plan de la légitimité. Si on regarde la légitimité, on regarde les trois grandes révolutions des Lumières, il est évident que la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, quand ça s'est produit, c'était pour éviter des conflits. Il y avait eu des tueries sauvages à l'endroit des protestants en France, la Saint-Barthélemy. L'histoire de France a fait en sorte qu'en 1905, on a adopté la loi sur la laïcité. Sur le plan du libéralisme, d'un côté, on reconnaît la liberté de croyance religieuse, mais d'un autre côté, on reconnaît la liberté de conscience. Donc, sur le plan de la légitimité, moi, je dis à mes étudiants, on peut se réclamer tous les deux du libéralisme, qu'importe le camp que l'on choisit. Donc, maintenant, la question devient politique. Et là, quand elle devient politique, à un moment donné, il faut se poser la question, qui tranche? Est-ce que c'est la population? Est-ce que ce sont les juges? Là, en ce moment, ce sont les juges. La population, au Québec, la discussion sociale, elle a eu lieu pendant 12 ans. Tous les arguments ont été entendus et on en est arrivé à un consensus. Contrairement à ce que mon ami Jamil disait tantôt, on ne parle pas ici de la Charte des valeurs de Pauline Marois, qui était très mal nommée et qui était plutôt mal foutue, j'en conviens. On parle ici de la loi 21, qui est plutôt un consensus qui va, je pense, rallier l'ensemble de la population québécoise. On parle de 70% de la population qui est en faveur. Et un des problèmes du Canada anglais, c'est que les gens aussi se demandent si ça ne serait pas intéressant pour eux d'avoir une charte ou un équivalent de la loi 21, dont les électeurs du NPD à 60% nous apprenaient le devoir. Donc, nous, on porte les consensus de notre Assemblée nationale souveraine à Ottawa. Merci.
Ouais, ben, dans le fond, on pourrait. Je ne sais pas comment me prendre pour cette fois-ci. Laisse-moi parler 2 secondes. Je vais juste parler 2 secondes. Non, je veux juste. Je vais m'assurer que chacun vous ayez à peu près 1 minute. Ok, ça va être à 30 secondes. Vous pouvez échanger dans l'ordre que vous Ça va être à voulez. 30 secondes. Je voulais simplement dire que le Parti vert est vraiment dans le sens de ce que tu disais, Alexandre. Et il est clair, peut-être je n'ai pas été assez clair sur le fait que nous sommes pour un État laïque. Hein, il est bien clair. Ce qu'on trouve bizarre, et qu'on soupçonne, on soupçonne beaucoup de démagogie là-dedans, c'est que nommez-moi un problème qu'il y a eu avec un enseignant qui portait la kippa ou une enseignante qui portait le voile. On n'en a jamais entendu parler nulle part. Pourquoi on parle d'un problème qui n'existe pas? Pourquoi on fait des lois sur un problème qui n'a jamais existé? Je vais peut-être répondre à ça rapidement, parce que je vais vous laisser répondre. Moi, je Ok, pense que l'enjeu... juste rappeler une chose. Ça ne posait pas de problème quand on a déconfessionnalisé les écoles, qui étaient des écoles catholiques. Est-ce que ça posait un problème? Non, parce que c'était la majorité catholique. Quand on a retiré la croix à l'Assemblée nationale, ça ne posait pas de problème non plus. C'est interdit aussi de porter un symbole politique quand tu es enseignant. C'est interdit déjà. Pourquoi? Est-ce que ça va à l'encontre d'une communauté? Pas du tout. Parce que l'État doit être neutre et le jugement de la Cour suprême de 2015 au Saguenay concernant le conseil municipal de la ville de Saguenay arrivait à la conclusion que dans l'exercice de leurs fonctions, les représentants de l'État, pas la laïcité de J. Proc, là, quand tu es un employé de l'État, tu représentes l'État. Et pour assurer la liberté de conscience et la neutralité, tu ne dois pas afficher de religion. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Ça veut dire, pendant ton chiffre de 9 à 5, où tu es salarié, où tu représentes l'État, de plus, quand tu portes un uniforme, ça va de soi. Donc, tu es neutre. C'est tout. Et nous sommes aussi solidaires des Saoudiennes qui ont le droit de conduire. Là, c'est un grand pas vers le féminisme. Nous sommes solidaires des Iraniennes qui se battent pour pouvoir enlever ce hijab, justement. Donc, pour parler de solidarité féministe. Donc, si j'ai bien compris, il faut être apparemment neutre. Non, mais moi, parce que j'ai l'impression que c'est pas une approche pragmatique sur cette question-là. Je pense que c'est une approche déontologique de principe. C'est le principe qui est mis de l'avant. Puis s'il y en avait eu des problèmes dans les années passées, auriez-vous pour la loi 21 tout soudainement? Peut-être que oui. Fait que moi, je pense que les Québécois, ils n'ont pas voté sur une question pragmatique sur les effets. C'est une question de principe. C'est quoi le principe de la laïcité, puis comment est-ce qu'il s'exprime dans la société québécoise? Je pense que c'est pas une... Moi, je voudrais intervenir là-dessus pour dire que, évidemment, au NPD, on est contre la loi 21, c'est évident. Mais on a toujours dit, puis on respecte la souveraineté de l'Assemblée nationale de légiférer dans ses compétences. Le débat a eu lieu. Il y a eu un vote. Il y a eu une majorité de députés qui ont voté en faveur. Il y a eu 2 partis qui ont voté contre aussi en Chambre. Et on respecte tout à fait ça. Mais là, on nous pose la question sur notre avis. Alors, je vais vous le donner. Là. Et un des principes qui est important aussi dans nos sociétés, c'est-à-dire que on est une société où, avec l'histoire, on s'est rendu compte qu'il fallait protéger les minorités. Et c'est toujours extrêmement hasardeux que la majorité décide des droits des minorités. À chaque fois où ça a eu lieu, ça a donné des choses qui étaient discriminatoires, voire vraiment dangereuses. Et nous, au NPD, on a vraiment cette préoccupation-là, comme beaucoup de constitutionnalistes ou de professeurs en droit, notamment Frédéric Bérard de l'Université de Montréal. Donc, si une majorité décide de bafouer le droit d'une minorité, il faut que ça aille dans un sens d'un meilleur bien commun ou d'une résolution d'un problème social existant. Ce qui n'est pas le cas à notre sens, comme Jamil le disait tantôt également. Donc, faisons très attention, et c'est tellement présent dans cette approche-là que les clauses dérogatoires pour échapper à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte québécoise des droits et libertés ont été mis même à l'intérieur de la loi avant qu'elles puissent être contestées. Je vous rappelle que lorsque René Lévesque et Camille Lorrain ont introduit la dangereuse, la fasciste, la nazie loi 101, là, on s'est fait nazifier de tous les bords. Et on portait, je me souviens des émeutes de Saint-Léonard, les enfants de l'immigration italienne qui allaient à l'école anglaise. On a brimé leur liberté individuelle, en quelque sorte. Parce que on a fait
on a accordé la primauté au collectif. C'est un peu la même chose qui se produit. La laïcité, elle n'est pas venue au monde hier. Elle existait déjà. Le grand Guy Rocher, on peut quand même pas soupçonner Guy Rocher d'être un partisan de Marine Le Pen. Le grand Guy Rocher, signataire du rapport Parent, est en faveur de... Ça fait partie de l'émancipation, ça fait partie de l'évolution nationale du peuple québécois, de la nation québécoise. Dans le cas de la loi 101, Claude, c'est exactement ce que je disais tantôt. Puis nous, au NPD, on défend la loi 101, on défend tellement la loi 101 qu'on voudrait qu'elle soit appliquée aux entreprises de juridiction fédérale qui existent au Québec. Par contre, là où j'ai un différent avec toi, c'est que l'objectif de la protection puis de la promotion de la langue française était quelque chose que je voyais comme étant positif pour la société québécoise, qui est minoritaire au Canada puis en Amérique du Nord. Alors que je ne vois pas l'aspect positif de cette loi-là, je ne vois pas l'intérêt général, le bien commun, l'amélioration du vivre ensemble que ce projet de loi amène. C'est ça la grande différence entre les deux approches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était bien. On sent l'atmosphère, on sent que ça chauffe ici, c'est bien. On vous remercie pour vos réponses. On va prendre une entracte d'une quinzaine de minutes, donc on vous invite à vous rafraîchir. Je sais que le simple mal aime bien quand on boit de la bonne bière ici. On se rejoint dans 15 minutes pour une question sur l'appel de la politique, puis ensuite ça va être des questions du public. Merci beaucoup.